Eros, Pornos, Oedipe, un sujet hyper important. Quand on parle des addictions, la pornographie, pour les hommes notamment, c'est vraiment un gros sujet qui vient se poser comme une pierre au milieu en fait des relations et qui peut vraiment les saccager, les saboter. Alors pour démarrer ça, j'ai envie de te raconter une histoire. C'est l'histoire d'une jeune femme qui fait un chemin spirituel, d'éveil, qui rencontre un homme avec lequel elle chemine, deux âmes qui ont vraiment pour intérêt et pour objectif commun d'évoluer, de grandir. La relation n'est évidemment pas facile, elle subit des hauts, des bas, mais elle commence à rentrer dans un joli espace de sincérité, d'intimité, de vulnérabilité, où chacun, l'un et l'autre, ont la possibilité de se voir. On commence à se voir, à accepter déjà soi-même, soit avec soi, des parts d'ombre qui se manifestent en fait dans la relation et qui leur permet l'un et l'autre de se rejoindre. Comme quoi, les traumatismes est aussi un bel espace justement de connexion du cœur. Donc peu à peu, on sent cette connexion qui est en train de se faire et vient un jour, un moment, le moment du test ultime quelque part, euh, ce passage du seuil où on doit lâcher finalement nos vieux schémas de séparation, de guerre, pour vraiment rentrer dans l'espace du cœur, un espace inconnu qui fait peur, mais qui est le seul chemin de la relation d'amour, véritablement. Dans mon histoire, l'héroïne est une thérapeute, une psy, elle a beaucoup cheminé, elle a beaucoup compris, elle a compris comment fonctionnait justement l'humain, elle a compris comment saboter, comment le mental était un beau saboteur, mais un gardien aussi, afin de protéger des espaces traumatiques. Elle a beaucoup elle-même cheminé sur ses enfants intérieurs blessés, elle les a vus, reconnus, et donc elle a beaucoup évolué dans ce travail du cœur et surtout dans cette dimension émotionnelle. Ce que je dois préciser, c'est que au niveau spirituel, au niveau du corps spirituel, les deux êtres sont à peu près au même niveau. Ils sont sur, voilà, ils ont la même maturité au niveau du spirituel. Là où il y a un grand écart ils en sont tous les deux conscients, même si pour lui c'est évidemment plus compliqué. euh, elle a plus cheminé sur cette dimension émotionnelle que lui. Lui a fait un travail énergétique, mais et il est convaincu que il s'est construit un personnage spirituel. Il est convaincu d'être connecté et d'être ancré là où elle voit justement ce que lui ne voit pas. Elle voit l'inaccompli et elle voit l'illusion, elle voit comment il se ment à lui-même et à la fois elle est en compassion pour ses parts blessées puisqu'elle-même les a déjà traversées. Et vient le jour donc de, de ce fameux passage, justement, de ce choix auquel tout à chacun nous sommes confrontés de sortir en fait de ces boucles de répétition que l'on vit dans nos relations. Ce moment où justement nous devons vraiment faire le, le passage vers l'éros. Éros, c'est s'aimer de manière inconditionnelle. Je dis bien s'aimer et non pas aimer l'autre. Mais pour aimer l'autre, il faut déjà pouvoir s'aimer.
Eros est le dieu de l'amour, il est lumière, il est amour inconditionnel, amour universel, là où Pornos est plutôt euh, la part dans l'ombre, l'animal, la part animale en nous. C'est le premier chakra. Et là où on va rencontrer justement euh, notre Satan intérieur et tout le karma en fait qu'on a hérité au niveau familial et de nos lignées. Et voilà. Du côté féminin, ça va être une vision un peu l'objet, d'être un objet sexuel. Pour l'homme, c'est justement la pornographie, la conscience qu'on utilise la femme comme un objet et que l'on est consommateur en fait de cette pornographie pour répondre en fait à des pulsions. C'est vraiment la part inconsciente, la part pulsionnelle dont parlait Carl Jung. Et donc vient un moment où cette part inconsciente, de pulsionnelle, va s'exprimer dans l'ombre pour se manifester et pour être accueillie, évidemment, pour être conscientisée, pour être mise en lumière. Et donc, pour ce faire, il faut trouver un, un espace où justement, où l'héroïne de mon conte est dans toute sa vulnérabilité. Elle commence à faire confiance à l'homme puisqu'elle a vécu en fait des moments de forte connexion, des connexions d'amour. Et donc elle va euh, s'appuyer justement sur cette expérience pour continuer à s'ouvrir. Et donc elle s'ouvre à cette vulnérabilité. Elle, euh, elle, euh, Elle exprime justement ce qu'elle ressent et elle ressent voilà, une transformation qui est à l'œuvre, une vulnérabilité, une fragilité. Et, et là, l'homme lui répond. Et donc, elle explique qu'elle vient de faire 2 vidéos, que même si c'est compliqué pour elle, elle a fait 2 vidéos. Et là, l'homme lui répond, génial, je vais enfin pouvoir me branler en te regardant. Et là, elle est sidérée. Elle est dans un espace de cœur, d'ouverture, et tout d'un coup, c'est la sidération, l'incompréhension. Elle plonge dans un univers complètement improbable, en fait, incongru. Et là, c'est pas la première fois, en fait. Et là, elle est face, justement, à quelque chose qu'elle connaît bien. Ce fameux modèle où, en fait, au moment où elle commence à sortir de la tête, où elle commence à faire confiance, là, il y a de nouveau quelque chose qui, c'est comme si elle avait un coup près qui lui coupait l'herbe sous le pied et qui l'empêchait justement de vivre en fait ce à quoi elle sait qu'elle a accès en fait. Dans ses relations précédentes, que ce soit d'ailleurs des relations amicales, amoureuses, elle a eu pour habitude, face à cette sidération, de redescendre dans un état non pas de vulnérabilité, non pas d'accueil en fait de cette part blessée, mais d'auto-jugement, d'auto-culpabilité. Elle, elle a vécu ça notamment dans une formation avec des professionnels et elle a cru qu'elle était responsable de ça. Elle a pris en fait l'accusation pour vérité et euh, Et tout de suite, elle a vu dans ces schémas qu'il y a tout de suite la sauveuse, en fait. Au lieu d'activer la colère pour protéger son territoire, pour voilà, et être en mode protection, eh bien, de manière complètement improbable et incompréhensible, euh, elle s'ouvre encore plus. Ce qui est pour elle, elle va le comprendre bien plus tard, une compréhension d'un schéma complètement inconscient. Plus je me fais maltraiter, plus on vient abuser de moi et plus je deviens
vulnérable et plus j'écarte les cuisses. Je vais très franche, très cash dans cette vidéo. Voilà, une vidéo à ne pas laisser entre les mains justement de jeunes et qui peut justement te faire réagir à l'intérieur de toi, mais c'est le but. C'est le but d'être cru pour vraiment faire bouger en fait la conscience à l'intérieur de soi. Et c'est ça que je sens en fait. Je sens que euh, quelque part, il y a une part à l'intérieur de moi qui croit qu'elle mérite en fait d'être abusée, d'être intrusée, parce que c'est vraiment de l'intrusion. À chaque fois, elle le vit comme une intrusion. Et c'est super violent. La violence porte en fait sa nature déjà dans le mot viol. Il y a un viol, c'est un viol. Alors là, on peut le comprendre, on le voit qui n'est non pas au niveau des actes, mais au niveau verbal. Et les mots portent aussi cette violence. Il faut le comprendre et d'un point de vue énergétique, ça aura exactement le même fonctionnement eh bien, que une violence physique en fait. Et c'est pour ça que l'héroïne de mon conte va passer beaucoup de temps en fait à se demander si elle a subi l'abus, si elle a subi l'inceste, si elle a subi un viol, parce qu'elle le ressent en fait dans son et elle le vit surtout, elle le revit en fait ce viol, mais elle va comprendre au fur et à mesure que finalement c'est un viol énergétique, c'est un viol des mots en fait. Et là, face justement à cette sidération, elle va enfin comprendre qu'elle a à protéger en fait son territoire, qu'elle doit dire non, qu'elle doit être ferme en fait, et renvoyer justement la responsabilité à l'envoyeur, à l'abuseur en fait. C'est non, je ne prends plus en fait cet abus et je te renvoie en fait ce que tu es en train de faire. C'est dégueulasse ce que tu es en train de faire. C'est pas, pas acceptable en fait pour moi. Alors pourquoi je parle de ça? En fait, c'est pour te montrer déjà comment euh, la pornographie peut s'immiscer et comment cette énergie en fait de porno, je ne dis pas forcément la consommation de pornographie, même si aujourd'hui je crois que malheureusement elle est vraiment dans les couples, mais comment cette énergie en fait va bousiller en fait des couples parce que en fait l'homme, l'énergie de pornos, c'est la considération de la femme comme un objet. Je consomme, voilà, je prends. Voilà, je prends. Là où Eros, c'est le cœur, c'est euh, je cherche la connexion, c'est la lumière, c'est le partage, c'est l'acceptation, c'est l'amour en fait, c'est l'échange. Euh, alors, d'où vient en fait cette blessure? Parce que là, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est de comprendre que en faisant ça, eh bien, il y a une énergie en fait, un enfant blessé qui demande en fait à être entendu euh, et qui demande réparation. Mais le problème, c'est que il utilise en fait l'espace du couple qui n'est pas un espace où il va pouvoir être guéri. Il va falloir qu'il trouve un autre espace, le but finalement de ce type de situation euh, est une porte ouverte en tous les cas. C'est une opportunité pour chacun en fait, surtout pour celui qui est le, l'abuseur, de voir en fait et d'aimer, d'accepter en fait cette part d'abuseur qui se manifeste malgré lui. Et je sais combien d'accepter d'aller dans ce type de profondeur est très douloureux et très voilà, ça va résister en fait. Alors moi cette part, elle s'est manifestée dans un espace qui est, on va dire, symboliquement celle du corps, qui est la maison.
c'était il y a déjà quelques années. J'avais une amie qui m'avait prêté sa maison à un moment où j'étais en difficulté financière. Et au moment en fait de rendre la maison, j'avais vraiment donné le meilleur de moi pour nettoyer. Donc tu vois, je t'invite vraiment à écouter toute la symbolique, hein. J'avais sali la maison, j'étais consciente que bah oui, pendant une semaine j'avais sali la maison et j'avais fait vraiment tous les efforts pour nettoyer, purifier la maison et lui rendre euh, propre. Et quelque part, euh, avec le recul, je vois comment j'étais une petite fille quelque part qui rejouait justement sa relation avec la maman et qui attendait en fait que la maman soit contente. Ce qui n'a jamais été le cas avec ma mère. Ma mère me répétait, elle n'était jamais satisfaite. Donc voilà, il y avait et moi, je jouais ce rôle de sauveuse de maman, d'une maman qui ne me renvoyait jamais d'amour, en fait. Et donc, bah, dans mon schéma familial, dans la relation avec ma mère, euh, il y avait toujours ce rapport de je donne et je ne reçois rien, en fait. Et donc là, et à la fois, je ne reçois rien, quelque part, au fond de moi, je crois que c'est normal. Je construis la croyance que c'est normal, que je ne mérite pas l'amour, que je ne mérite pas d'être aimée, en fait. Et, et à la fois, je cherche le contact par tous les moyens, en fait. Et donc là, mon ami rentre de vacances, je suis là comme une enfant à attendre le remerciement, en fait, de maman. Et à ce moment-là, contre toute attente, elle me dit qu'elle a été sidérée quand elle est rentrée dans la maison, que c'était dégueulasse, enfin, une vision totalement différente en fait de ce que je perçois en fait, de ce que moi j'ai voulu donner en fait. Et là se joue quelque chose de très fort qui est une colère. Je projette beaucoup de colère contre celle qui représente, qui incarne dans la symbolique maman. Et voilà, je vais de nouveau blâmer celle qui est à l'origine de ma souffrance, de ma frustration. Je n'accepte pas la frustration, en fait. Et, et au final, elle me dit quelque chose qui va me permettre justement, et quelque part, ce qui était, ce qui était génial dans cette relation-là, c'est que c'était aussi qu'elle était aussi ma coach, ma thérapeute, qui m'aidait en fait dans mon cheminement. Donc elle jouait un peu les deux rôles. Et là, en fait, elle me dit quelque chose qui va ouvrir un champ chez moi, qui est, mais tu sais, Carole, quoi qu'il arrive, euh, ça ne mettra pas en péril en fait notre amitié. Et là, je sens en fait qu'il y a un chemin pour moi, qu'il y a un chemin de pardon, de guérison. Et voilà, et je dépose genou à terre, symboliquement évidemment, et je dis je suis désolée. Et c'est la première fois en fait que je vais complètement assumer ma pleine responsabilité sans laisser la voix de l'enfant qui va chercher en fait des excuses, qui va essayer de banaliser, qui va essayer de minimiser. Non, je suis désolée. Et waouh, là c'est totale ouverture de cœur. Je reconnais que je ne l'ai pas fait exprès, mais je reconnais que bah, j'ai failli, et c'est OK. Et c'est magique d'ailleurs. C'est là où on va rentrer en fait dans l'ouverture de Eros. C'est là où on va aller à la découverte de Eros, de l'amour de soi, quoi qu'il arrive, quoi qu'il soit. Alors, il est où le lien avec la pornographie? Eh bien, il est dans le fait que pour pouvoir en sortir de la pornographie, il va falloir reconnaître, accepter en fait cette part pulsionnelle, en fait, dégueulasse. Voilà, il y a une part en nous qui est dégueulasse, qui fait des choses qu'on n'a pas envie, en fait, qui nous pousse, en fait, à, à, à être quelque part, à incarner tout ce que l'on ne veut pas. Je voulais être une gentille fille,
une femme, une enfant parfaite, et dans l'ombre, en fait, eh bien, c'est manifesté celle que j'appelle la sale gosse. La sale gosse, c'est l'enfant qui est libre, qui en a rien à foutre, qui voudrait passer le minimum de temps dans le ménage et qui voudrait s'amuser, en fait. Elle, son intention, c'est seulement s'amuser, c'est l'innocent en soi. Mais le but, en fait, c'est de faire de cet innocent, de cette enfant innocente, une enfant malgré tout. L'innocence, oui, mais avec la sagesse, avec la responsabilité. C'est là où, en fait, on va passer de l'innocent au fou. Le fou qui est vraiment, ou la folle, dans les archétypes, encore une fois, qui est vraiment l'expression de la spontanéité, mais tout en étant conscient, en fait, des effets, qui est, on va dire, réparer, en fait, justement, des parts qui a rendu, en fait, qui a nettoyé ses karmas. Parce que là, on parle bien de karma aussi transgénérationnel. C'est quoi cette part porno? Cette part porno, c'est la honte. C'est la honte que nous portons. Voilà, elle se manifeste d'une manière ou d'une autre, mais nous la portons tous. Et nous sommes tous porteurs de cette honte transgénérationnelle et collective dont nous devons devons prendre conscience afin justement eh bien, de nous ouvrir, d'ouvrir le champ à une nouvelle relation d'être de soi à soi, qui n'est pas d'éviter la honte, mais d'utiliser la honte comme, voilà, comme porte, en fait, d'aller découvrir autre chose, de sortir de cette boucle de la honte, justement. Il va falloir la regarder en face, cette honte. Et voilà, et à la fois comprendre que c'est pas si grave, c'est pas si sérieux, puisque en fait, ça ne nous appartient pas complètement. Mais néanmoins, voilà, nous devons en être responsables. Euh, et alors, ce que j'avais envie en plus de partager, c'est ma compréhension de l'origine de tout ça. L'origine, c'est donc la honte transgénérationnelle, mais cette honte transgénérationnelle, elle prend sa source aussi dans des problématiques d'Oedipe. Euh, alors, Oedipe, pour le comprendre, merci d'ailleurs, je fais référence aux travaux en fait d'André Charbonnier qui a fait le Festen avec lequel enfin, que j'ai moi-même fait et qui m'a permis justement de comprendre. L'origine en fait de l'Oedipe, pour comprendre l'origine de l'Oedipe, il faut comprendre le début de l'incarnation, qui est une âme qui s'incarne, mais une âme voilà, qui a vécu plusieurs vies. Et quand tu arrives sur Terre, en fait, eh bien, il y a le voile de l'oubli. Tu dois oublier. C'est comme si tu mettais Paris en bouteille. Eh bien, il y a un moment donné, voilà, la bouteille, elle ne peut pas tout contenir, en fait. Et donc, il y a vraiment dans la sensation, dans l'âme qui s'incarne, une sensation justement d'inaccompli, une sensation d'inachevé, de ce que Aruna Lipnik, pardon, appelle la nostalgie d'ailleurs. Il y a cette sensation, en fait, et qui est plus ou moins profonde, mais chez les THPI, elle est vraiment très profonde, lié aussi au trauma. C'est là où on se demande, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Parce que en fait, on a dû tellement se rabaisser, en fait, on va tomber tellement dans les profondeurs de l'être que on a l'impression en fait d'être d'être déconnecté d'une part de soi en fait. C'est comme si on sentait à l'intérieur de nous qu'on avait un trésor, qu'on portait un trésor et que ce qu'on manifeste est tellement réduit en fait par rapport à ce que l'on est que ça va créer en fait beaucoup de frustration. L'objet, le départ en fait de cette frustration, elle est là en fait. Et pour pouvoir quelque part sortir en fait de cette frustration, il va falloir activer l'énergie du feu. C'est l'épreuve du feu en fait. Et les feux, le feu, comment il se manifeste, comment il se crée, parce que le feu, bah, il est pas, il est dans la lumière, dans le soleil, oui, mais en fait, le feu, vraiment, c'est le seul élément que l'homme doit faire, en fait. Voilà, on doit frotter, en fait, deux pierres pour pouvoir faire le feu, en fait. Eh bien, à l'intérieur de nous, c'est exactement pareil.
Et le seul objet qu'a trouvé l'humain pour pouvoir activer ce feu, réactiver ce feu, pour pouvoir sortir en fait de cette frustration, c'est l'énergie sexuelle en fait. Et c'est ça que l'on va appeler le dip. C'est-à-dire qu'il y a une pulsion chez l'enfant qui se développe comme une attirance hyper forte qui va s'enclencher de manière complètement naturelle envers en fait la personne opposée. Donc le garçon va tout d'un coup sentir une pulsion vis-à-vis de sa mère, une énergie sexuelle, et c'est là où justement il va vivre en fait la première manifestation de porno, c'est-à-dire qu'il veut prendre sa mère. Pourquoi il veut prendre sa mère? Parce que en fait, il croit, il sent que c'est la seule en fait qui va lui permettre de revivre cette fusion. Il croit que c'est en possédant sa mère qu'il va pouvoir redevenir complet en fait. Mais évidemment, c'est une pure illusion. Mais voilà, de manière énergétique, c'est ce qui se passe. Et à la fois, ça se passe afin que la mère lui dise non, et voilà, qu'il y ait vraiment que cette fois-ci, il puisse revivre un non franc et massif, et qu'il soit à la fois dans l'amour, il lui dit, voilà, je t'aime, et à la fois, je ne peux pas accepter cette énergie, mais cette énergie-là, garde-la de manière symbolique, hein, c'est voilà, tout ce que la mère doit jouer, en disant je t'aime, mais voilà, moi je suis amoureuse de ton père, j'ai ma vie, et cette énergie-là, tu dois la prendre pour pouvoir faire l'expérience de la vie. Et vas-y, quoi, c'est prends les risques dans la vie, et la mère et le père ont ce rôle justement d'inviter l'enfant à faire l'expérience, à utiliser en fait cette énergie, ce chi en fait, pour pouvoir vivre sa vie. Et le problème, le drame en fait auquel nous sommes confrontés depuis des générations et des générations, c'est que cette DIP évidemment ne se fait pas. Et il ne se fait pas pourquoi? Bien parce que déjà le père est absent. Le père, lui, il est lié, il y a des lignées traumatiques depuis les guerres. Les pères, en fait, le masculin, sont partis à la guerre, ont vécu des drames traumatiques, et il suffit de regarder tous les travaux des experts qui ont travaillé sur les traumas d'après-guerre pour comprendre qu'il y a de la colère beaucoup réprimée en fait chez ces hommes-là. Et ces hommes-là, d'ailleurs, il faut le savoir, vont utiliser, ils ne peuvent pas, quelque part, ils sentent tellement de violence en eux qu'ils ne sont pas dans le cœur, ils n'accueillent pas en fait cette violence en eux, et donc ils n'arrivent pas à rejoindre justement leur compagne, à être dans cette compassion, et du coup ils vont exprimer, ils vont eux exprimer leur compulsion sexuelle à travers notamment eh bien, la consommation de pornographie. Et c'est à partir de là que voilà, a commencé à se développer tout le marché en fait de la pornographie, et qu'on a enfermé finalement les hommes dans leurs blessures, que l'homme lui-même, quelque part, hein, il s'est enfermé lui-même dans une compulsion sexuelle, une faim sexuelle, euh, voilà, qui est un système de compulsion pour euh, se satisfaire à court terme, bien évidemment, hein. Le but du jeu, c'est, je te rappelle que le traumatisme crée un figement, un blocage énergétique, et donc la pornographie va être utilisée pour se soulager de manière, et avoir son shoot en fait d'adrénaline de manière court terme, mais au final, en fait, ça va l'amener à, eh bien, à être en incapacité à être dans l'amour avec sa femme, puisque évidemment, il va quelque part faire un espèce d'amalgame. Il va considérer, lié encore une fois à l'Oedipe non accompli plus la pornographie, eh bien, il va être toujours dans une démarche de prédateur vis-à-vis de la femme, et la femme, elle, étant dans son insécurité, eh bien, ne peuvent pas se rejoindre en fait. Et la femme, elle, va quelque part au départ
répondre en fait à son besoin de reconnaissance et d'amour, dans cette illusion en fait dans l'amour, elle aussi enchevêtrée dans, dans ses problématiques d'Oedipe avec son père, et donc avoir la considération dans son schéma de construction d'un amour conditionné, le père étant le symbole de la sécurité, elle va très vite en fait construire ce schéma tordu qui est je suis en sécurité à la condition eh bien d'être gentil avec papa, de passer tous les caprices à papa parce que papa il a en général un âge mental très très bas et donc du coup et ayant peur par ailleurs de la violence du père, elle va se retrouver figée en fait une relation toxique dans laquelle elle n'arrivera pas à sortir en fait et qui va se rejouer voilà forcément dans la relation, on va se retrouver dans une relation de guérison, chacun avec son trauma qui se rejoue et dont on attend en fait la réparation. Alors, comment on sort en fait de ce schéma? Eh bien, justement, le seul schéma, en tous les cas, que j'ai pu trouver et qui est exactement ce que j'ai vécu avec ma copine, c'est voilà, de faire, et c'est aussi quelque chose que parfois on doit faire en thérapie, c'est-à-dire être un miroir, en fait, permettre à l'autre de voir en fait la réalité tout en étant dans le cœur. C'est ok, regarde cette part, c'est dégueulasse et à la fois, bah, c'est pas grave en fait. Je t'accompagne. Alors évidemment, dans un milieu thérapeutique, on va pas le dire comme ça, hein, mais c'est tout mon rôle de d'amener en fait toutes les personnes. Et j'ai accompagné beaucoup d'hommes en fait qui sont venus à moi. Et ça, c'est waouh, c'est là où on voit que les nouvelles générations sont vraiment beaucoup plus ouvertes et sont beaucoup plus dans cette conscience. Ils arrivent avec cette conscience que s'il y a un mécanisme qui est pas sain dans la relation et qu'ils sont responsables en fait de l'impossibilité de se rejoindre à cause de la pornographie. Et donc déjà, voilà, de trouver un espace thérapeutique où je suis accueillie en fait dans cet être, avec cet être qui consomme en fait de la pornographie, mais on ne me juge pas. Et donc là, déjà, voilà, là c'est déjà guérison. Et surtout, ce n'est pas de ta faute. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ce soit de part et d'autre, que ce soit le côté féminin, le côté masculin, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute, mais attention, maintenant, il est quand même de ta responsabilité. C'est un karma en fait que tu as quand même choisi en fait de porter pour justement purifier, pour transmuter. Donc aujourd'hui, tu es quand même responsable, eh bien, de faire cette transmutation. Et c'est là où en fait on va sortir enfin de cette boucle en prenant toute la responsabilité eh bien, et en comprenant l'origine en fait du traumatisme, en revenant et en travaillant là-dessus, sur le deep qui n'est pas résolu, tout d'un coup, on va libérer en fait la pression, on va on va comme se détacher en fait de maman ou de papa, selon le cas, et du coup, on va s'autoriser à vivre une vie, une relation qui est, qui est saine. Et là, je dis bravo aussi aux femmes qui, justement, ne jouent plus le jeu de la femme sacrificielle qui écarte les jambes, même si elle est abusée et qui excuse tout. Non, non, c'est justement parce que la femme dit non, ça c'est fini, je ne joue plus le rôle de thérapeute, je ne joue plus le rôle de la gentille, je ne joue plus le rôle de la sauveuse dans le couple, reprends ta responsabilité, va travailler ça, je reste là, je suis là, voilà, si tu acceptes de reprendre ta responsabilité. Et à ce moment-là, il y a une ouverture de cœur, en fait. Il y a d'ailleurs une très belle vidéo. Attends,
Oui, j'ai juste suspendu la vidéo pendant 2 secondes pour regarder. Il y a un super TEDx que je te recommande si si ce sujet-là te touche, de Jean-Philippe Ruette, dont le thème c'est Pourquoi faire l'amour. Et, euh, et c'est vraiment hyper intéressant. Il explique comment, voilà, son cheminement, il partage vraiment son cheminement. Et parce que justement, sa femme, à un moment donné, elle a fait son chemin et elle a pris conscience que non, là, ce n'était plus envisageable. Elle ne veut plus, en fait, d'une relation où elle accepte un amour mécanique. Elle ne cède plus, en fait, à ce chantage affectif. Et du coup, elle permet à l'homme de trouver sa réponse, en fait, de sortir de ce labyrinthe. Euh, et évidemment, ça lui demande beaucoup d'efforts, en fait. Mais je pense vraiment que si nous, pour sortir justement, et encore une fois, pour ne plus euh, céder en fait à la tentation, parce que l'univers, le marché de la pornographie, j'ai regardé un petit peu les chiffres parce que j'aime bien voilà, savoir où est-ce où on en est. C'est 33 milliards en 2018, euh, 200 millions en France, 60% de la population aurait consommé de la pornographie. C'est énorme en fait. Ça veut dire que 60% des Français sont addicts. Alors, ils peuvent consommer, je reviens sur ce que je viens de dire, parce qu'ils peuvent consommer sans être addicts. Là où il y a de l'addiction, c'est quand on ne peut plus s'en passer. Et c'est ce qui fait d'ailleurs aussi, c'est ça, ça amène, il faut bien comprendre que ça amène aussi des problèmes sexuels. C'est-à-dire qu'un homme qui se masturbe d'une manière, voilà, d'une manière inappropriée, parce que il a besoin d'être stimulé en fait. Si un homme qui a besoin d'être stimulé pour pouvoir bander entre guillemets et qui va faire ça de manière frénétique et très mécanique, comment veux-tu que il retrouve le chemin d'être et qui se met une pression de fou de bander parce que évidemment avec l'image pornographique il a un espèce de référentiel de il faut bander, mais on est complètement à l'opposé en fait de ce que c'est qu'une relation d'amour où justement le chemin de l'amour d'un homme aussi qui vieillit, hein, parce que voilà, moi j'ai 55 ans, donc les hommes que je rencontre n'ont pas 20 ans, et ça fait partie aussi du chemin même pour une femme, hein, de reconnaître que bah oui, mon, ma stimulation sexuelle, mon élan sexuel n'est pas toujours au top. Et, et voilà, et je dis pas, j'ai aussi, je consomme parfois, j'ai des sextoys, je n'ai pas honte de le dire, je trouve que c'est bien, mais ce n'est pas compulsionnel, je ne le fais pas tous les jours. De temps en temps, je sens que ça me fait du bien, mais c'est tout, quoi. Et j'ai des doigts aussi, enfin voilà, je pense que c'est important de dédramatiser, de sortir aussi de ce tabou sexuel. Moi, je sais que la sexualité, c'est un sujet que j'aborde beaucoup aussi avec mes enfants de manière tout à fait ouverte. Et, et plus on va communiquer aussi ouvertement sur la sexualité, moins on va en faire de la honte, en fait. Non, non, il n'y a pas de honte. Et de voir que, comprendre euh, que pour les personnes qui sont, par exemple, TDAH, oui, il y a beaucoup d'hommes qui vont utiliser quelque part la sexualité pour sortir en fait de cet engrenage, et encore une fois se mettre, se prendre leur dose en fait de dopamine, et de la même manière que la femme, c'est ça que je voulais aussi partager, c'est qu'il y a un moment donné, moi quand j'ai vécu vraiment une première bah, après mon divorce, j'ai senti en fait vraiment cet aspect inconscient qui s'est manifesté, et ça fait partie du chemin. C'est-à-dire que c'est pour ça que il faut pas le diaboliser non plus. Euh,
céder à la compulsion va permettre aussi de sortir en fait de ce plan-plan, des règles et des limites qu'on nous a délimitées et sortir encore une fois de la honte, hein. Il va falloir plonger dans la honte pour pouvoir la regarder en face sans plus en avoir honte. En tous les cas, c'est vraiment mon vécu. Après mon divorce, j'ai eu une consommation, j'ai envie de dire compulsive d'hommes. C'est-à-dire que voilà, bah oui, dans cette illusion que j'allais réparer en fait ce vide et ce manque d'amour que j'avais à l'intérieur de moi, voilà, je suis allée initier plein de relations qui n'aboutissaient jamais parce que en fait j'étais tout le temps déçue. Forcément énergétiquement j'attirais des hommes qui me renvoyaient mon côté compulsif, qui étaient eux-mêmes dans le côté compulsif et qui m'ont jusqu'à ce que je sois dans le dégoût de moi-même en fait. Et, euh, ce dégoût de moi-même qui m'a permis à un moment donné d'aller justement faire ce retournement vers moi et d'aller voir, d'aller vraiment dans ces profondeurs enfin, pour accueillir en fait cette part qui avait joué ce jeu et de l'aimer de manière inconditionnelle et voilà, et qui me permet aujourd'hui d'en parler de manière totalement ouverte et voilà, j'accueille cette part de moi, je ne la juge plus, et c'est ça qui fait de moi une thérapeute hors norme, capable aussi d'accueillir ces parts blessées, ces hommes, ces femmes qui portent cette honte, alors que, voilà, en réalité, l'enjeu va être justement de rester avec cette honte et de lui laisser l'espace, en fait, pour encore une fois, en voir l'origine et l'accueillir en fait. C'est l'autocompassion. Et là, il y a waouh, et là, il y a l'ouverture de l'éros en fait. Et tout d'un coup, qui ouvre le chemin bah, de l'amour de l'autre, de l'amour véritable, d'une connexion du cœur et du sexe. Et c'est là où on arrive à une relation, voilà, assainie en fait. Voilà ce que j'avais envie de partager sur ce fameux tabou sexuel, la pornographie. Et je crois vraiment que ça fait partie des tabous dont il est important de parler pour ne pas céder, oui, c'est ce que je voulais aussi dire, ne pas céder à la tentation. La pornographie, le marché pornographique fait partie en fait des tentations de la matrice pour nous empêcher de grandir. Pour, et à la fois, c'est ça qui est magnifique, c'est une tentation qui nous empêche d'être à l'écoute de nous, et qui à la fois eh bien, nous aide aussi. Parce que à un moment donné, il faut être pris la main dans le sac, j'ai envie de dire, être vu dans ces aspects-là, être voilà, euh, mis en flagrant délit et qu'on soit. Et pour ça, en général, il faut être deux. Moi, dans mon histoire, j'ai fait la rencontre en fait d'un homme qui m'a tellement, qui a senti en fait que j'avais eu beaucoup de rapports alors que je voulais le cacher. En fait, j'avais la honte en fait. J'avais vraiment cette honte de prendre conscience tout d'un coup que j'avais consommé beaucoup d'hommes et pour une femme, bah, là c'est l'image de la traînée, hein, et et à la fois, il m'a permis justement, en me confrontant à ça, il m'a permis justement de faire tout ce chemin intérieur, d'accueillir en fait mon histoire, heu, sans la juger en fait et de laisser, de voir que ce passé fait partie de moi. Elle fait partie, de mon histoire, de mon expérience d'enfant traumatisé, de femme traumatisée et des conséquences. Il m'a fallu le vivre pour pouvoir accompagner en fait tout ça. Et waouh, quel chemin en fait. Et c'est là où bah, je m'honore en fait dans mon chemin. Je vois à quel point la vie, en fait, mon âme a fait ce choix de vivre toutes ces expériences euh, plus ou moins honorables, mais elles font partie en fait de moi et
et elles font la beauté de qui je suis aujourd'hui, en fait. Et c'est parce que justement j'ai réparé ça que on vient plus me chercher là-dessus, en fait, puisque c'est guéri. Mais tant que cette honte n'est pas vue et accueillie, elle va se manifester dans l'ombre, tu vois, dans les relations. Euh, L'autre va le sentir, en fait, dans l'invisible. Et il vient me chercher, en fait. Ou alors ça va sortir, comme je te l'ai raconté dans mon histoire euh, fictive, en fait. Donc c'est vraiment important de voir à quel point ça se joue, en fait. Mais c'est un cadeau. C'est un cadeau à ouvrir et à guérir, en fait. Voilà ce que j'avais envie de partager par rapport à cette addiction de la dépendance affective ou de la dépendance sexuelle, peu importe, parce que pour la femme, ça va se jouer dans la dépendance affective, l'homme peut-être plus une dépendance sexuelle. Et finalement, bah, voilà, ce sont deux traumatisés qui se rencontrent, comme j'ai pu aussi le partager dans l'expérience, dans ce qui se joue entre Depardieu et l'autre, et ces femmes qui se manifestent. Voilà, merci. Je serais très heureuse en fait d'avoir bah, tes retours d'expérience. Et aussi, ce que je sens, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui justement s'enferment dans des relations, pour finir, qui s'enferment en fait dans des relations qui ne leur conviennent pas et qui n'osent pas faire d'expérience. Le plus triste finalement pour moi, ce ne sont pas, et les plus à plaindre, oui, ce sont des femmes ou des hommes en fait qui ne font pas d'expérience, qui, qui restent dans des relations qui ne leur conviennent pas. Euh, on ne fait pas de faute en fait. On ne fait, il y a aucun chemin qui est inavouable en fait. On fait juste des expériences dont on doit sortir grandi. C'est ça le message final. Merci.